Bonjour à tous et bienvenue. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Rémi Bendayan. Salut Hugo. Rémi qui est un ami et un ancien collègue de Google, qui a travaillé 3 ans chez Google avant de monter son entreprise, DataShake. Il a un parcours très inspirant, il va nous raconter tous les détails de ses choix de vie, comment il a mené son petit parcours de vie sur les 8 dernières années. Et voilà, Rémi, comment tu vas? Merci d'être présent aujourd'hui. Déjà, merci à toi pour l'invitation. Je suis trop content. Le studio est grave beau. Donc, les conditions sont parfaites. Les conditions sont parfaites, les micros sont installés. Et ce que je te propose peut-être pour commencer directement, c'est de nous raconter qu'est-ce qui fait que tu as été marqué par Google quand tu as rejoint cette entreprise de la tech qui fait rêver beaucoup de monde. Avec plaisir. Écoute, quand je cherchais un stage, en fait, j'ai intégré Google en tant que stagiaire. Et quand je cherchais un stage dans la tech. Et j'avais listé toutes les entreprises de la tech qui m'intéressaient pour un stage. Et donc, il y avait dedans Amazon, Samsung, Google, Microsoft. Enfin, il y en avait à peu près 10. Et je me souviens très bien que j'avais mis Google dans la liste en sachant pertinemment que ce serait hyper compliqué de l'intégrer, surtout en tant que stagiaire. On pourra revenir dessus après. Ouais. Et donc, si tu veux, pour moi, c'était un peu une utopie d'arriver à atteindre ce stage-là. J'ai fait mes entretiens, etc. Et il se trouve, in fine, que donc, j'ai intégré Google en tant que stagiaire. Mais ce qui fait que quand je suis rentré chez Google, j'avais des étoiles dans les yeux avant même de l'intégrer, tu vois. Et une fois que tu rentres dans ces bureaux, que tu commences à avoir des responsabilités, que tu commences à rentrer un peu dans cet écosystème, dans cet environnement qui est hyper codé, marqué, etc. C'était la continuité de l'image que je m'en étais fait. À savoir un écosystème, tu vois, autour des employés, un langage interne, un sentiment d'appartenance qui est très fort, beaucoup de méthodes qui font que tu peux t'améliorer, tu peux progresser, tu peux apprendre des choses, tu peux travailler sur des projets sur lesquels tu n'étais pas forcément on t'avait pas forcément dit de travailler dessus, mais on te met finalement dessus parce que tu l'as demandé. Donc voilà, j'ai découvert tout ça, tout cet univers, et donc j'ai pas été déçu par rapport à l'image que je m'en étais fait. Et voilà, donc j'y suis resté un peu plus de 3 ans, je crois, 4 ans de mémoire. Okay. Mais voilà, en gros. Oui, en comptant le stage, c'est vrai que. En comptant le stage. Mais en gros, entre l'image que je m'en étais fait et l'image que tout le monde s'en fait de cette entreprise qui est idyllique avec ses bureaux extraordinaires, etc., et tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on peut y faire, et la réalité, il n'y a pas eu de décalage, et au contraire, donc pour moi c'était une continuité de ce que je m'en étais fait auparavant. En fait, moi le vrai souvenir que j'ai, c'est quand on était sur le floor. Donc l'objectif c'était d'accompagner des entreprises qui investissaient sur Google Ads, et tu avais vraiment l'ADN et la culture de la tech, c'est-à-dire que tu es très sérieux, tu arrives à apporter énormément de valeur à un client que tu as au téléphone, tout en étant sur ta trottinette et en jouant avec une balle de foot, quoi. Et moi ça m'avait marqué de voir à la fois la performance et le côté très chill, humain, et on est là pour s'amuser, parce que quand on travaille et qu'on s'amuse, c'est là qu'on crée les meilleurs résultats, quoi. Complètement d'accord avec toi. Et là, les gens qui nous écoutent vont se dire, c'est quoi cette boîte où en fait, tu appelles tes clients, en même temps, tu fais de la trottinette. Moi, je me souviens, il y avait un collègue à nous avec qui on se faisait des passes de foot pendant que chacun appelait son client avec le casque sans fil. Et donc, lui était au bout du couloir, moi de l'autre bout du couloir. On se faisait des passes de foot pendant qu'on faisait des recommandations à nos clients. Et en fait, c'est qu'une métaphore, mais je trouve ça intéressant. Ça veut dire surtout qu'il ne faut pas se prendre la tête. On peut très bien être sérieux, être ambitieux, se donner les moyens de réussir, tout en, si on a envie, pendant qu'on téléphone un client, de faire deux tours de trottinette, sans évidemment que le client l'entende ou que ça gêne la conversation ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Donc je pense que c'est bien de vouloir être ambitieux et de vouloir être performant dans ce que l'on fait, et donc en apportant de la valeur, tout en ne se prenant pas pour n'importe qui, tu vois, et en étant toujours un peu enfantin et un peu détendu par rapport à ce que l'on fait. C'est des belles valeurs qui, au final, perdurent dans une culture d'entreprise qui a 180 000 employés, 9 plateformes à plus d'1 milliard d'utilisateurs. On est sur un géant de la tech. On était sur des problématiques dès 2016 d'intelligence artificielle. On aidait les clients
à passer le cap sur leurs investissements publicitaires Google Ads. Pour tous ceux qui se demandent, mais concrètement, tu fais quoi quand tu es chez Google? C'était quoi ton métier? Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspondait? Donc, alors, je passe sur le stage parce que le stage, c'était principalement du support de personnes qui étaient en full-time. Mais donc, sur mon job de full-time, donc en tant que CDI, j'ai eu 2 métiers chez Google principalement. Un premier au bureau de Dublin, là où on s'est rencontrés, puis un deuxième au bureau de Paris. Au bureau de Dublin, mon métier, c'était d'accompagner un batch de startups, donc un groupe de startups qui changeait tous les 3 mois. Et donc, je devais les accompagner sur Google Ads, donc la plateforme publicitaire de Google, et faire en sorte que, à travers leurs investissements sur Google Ads, ils y trouvent plus de performance, ils y trouvent plus de rentabilité et in fine qu'ils investissent plus sur cette plateforme-là. Une fois que les 3 mois étaient passés et que j'arrivais à faire en sorte que les performances s'améliorent et donc que leurs dépenses aient fait x2, x3, x4, je les passais à une autre équipe qui là les accompagnait sur le plus long terme et ainsi de suite. Et donc en fait, j'étais un espèce d'accélérateur qu'on avait appelé d'ailleurs le Google Growth Accelerator. Nom qui est resté par la suite. Nom qui est resté, qu'on avait créé de toutes pièces. Mais donc, en fait, cette espèce d'accélérateur où on prenait un certain nombre de startups. Alors, ça ne marchait pas avec 100% d'entre elles, mais pour la majorité, on arrivait à les faire croître sur Google Ads. Ils étaient satisfaits des performances. Et donc, du coup, après, ils passaient dans des équipes d'accompagnement un peu plus long-termistes. Ça, c'était pour mon premier travail à Paris. Je te fais une pause ici. T'avais quel âge à ce moment-là J'avais 22 ans. 22 ans. Ouais. Donc 22 ans, tu accompagnes des startups en hyper-croissance sur des investissements quand même significatifs. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Tu te sentais légitime, prêt? En fait, il y a un truc très intéressant, je trouve, c'est Google, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Or, souvent, les gens qui travaillent chez Google sont les meilleurs du marché RH, enfin en tout cas les meilleurs candidats qui se retrouvent là-bas. Et ça se vérifie aussi bien dans l'intelligence émotionnelle des personnes que tu rencontres, aussi bien dans l'intelligence scientifique, mathématique, aussi bien dans le parcours, dans le CV. Il y a pas mal de gens qui ont fait des très belles écoles françaises et étrangères. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant de se dire que ces gens-là ont les compétences, le cerveau et le CV pour être sûrs d'eux. Et mine de rien, il y en a beaucoup qui doutent et qui ne se sentent pas à leur place. Donc j'ai eu un peu ce syndrome-là aussi. Non pas que j'ai fait une excellente école, j'ai fait le Catch Business School, donc, qui est une bonne école, mais voilà, je n'ai pas fait HEC ou Harvard. Mais tout ça pour dire que je me sentais quand même pas forcément à ma place. Et de par mon âge, et de par le fait que tu vois tous ces gens autour de toi, tu vois ces responsabilités-là. On te rappelle toute la journée que tu es dans l'entreprise qui reçoit le plus de CV par an dans le monde. Toute la journée, on te rappelle que c'est très compliqué d'intégrer cette entreprise-là. Et donc, tous les jours, tu as des petits signaux faibles qui te font poser la question inconsciemment de est-ce que j'ai vraiment ma place ici ou pas? Et donc, ça se vérifie aussi dans le métier parce que, en effet, quand tu gères des gros clients avec des gros budgets, tu peux te poser la question parfois de en quoi moi je suis plus légitime que X ou Y. Mais voilà, ça s'est vite dissipé. Surtout quand tu appelles des clients qui gèrent leur campagne depuis des années et que toi, tu es arrivé sur le job 6 mois avant ou un an. Enfin, ça fait 6 mois ou un an que tu es sur le job. Il y a une grosse montée en compétences, du coup, qui te rassure peut-être. Comment tu as vaincu ce syndrome de l'imposteur? Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie montée en compétences. Il y a un programme de formation en interne chez Google qui est très bien fait. Qui est sur plusieurs mois de mémoire, en tout cas plusieurs semaines, mais je crois que c'est à peu près 2-3 mois, qui est gamifié, qui est bien structuré, etc. Donc ça permet quand même à n'importe qui intègre Google de pouvoir monter en compétences et de pouvoir être légitime justement sur cette partie-là. Et au-delà de ça, j'ai découvert quelque chose, c'est que quand tu appelles un client et que tu as la casquette de Google, puisque tu l'appelles au nom de Google, en fait, déjà la parole que tu vas avoir, le client va la prendre différemment d'une autre parole de quelqu'un qui ne travaille pas chez Google. Et donc, si tu veux, tu pars déjà avec une avance et une conviction de la part de ton interlocuteur parce que simplement, tu l'appelles en tant que Google et donc, du coup, tu vas lui dire A, B ou C. Il y a beaucoup plus de chances qu'il te croie que si tu dis ce même A, B ou C, mais que tu viens pas de Google. Tu as la crédibilité de la marque derrière toi. Tu es en même temps au cœur de l'innovation. Donc, ce qu'on te dit, c'est vraiment les équipes produits qui développent les dernières innovations qui te disent c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en même temps, tu es le chemin le plus court vers la vérité des best practices qu'on peut trouver sur le marché. Tu as raison. Mais par contre, c'était pas facile parce qu'on était à un moment où l'IA arrivait. On devait expliquer à des personnes que leur métier allait changer, que des algos allaient prendre le relais. Et c'était pas du tout 2024 quand il y a ChatGPT que tout le monde sait ce que c'est que l'IA. Comment tu as vécu, toi, cette accélération de l'IA et ces moments-là?
Déjà, il y a un truc qui me fait rire, c'est que ça me fait rire. On voit que là, depuis 2023-2024, avec ChatGPT, l'intelligence artificielle s'est démocratisée et que tout le monde ne parle que de ça. Je sais déjà ce que tu vas dire. Voilà. Et donc, dans un truc intéressant, c'est pour savoir s'il y a une notion, c'est 100% démocratisé. Il faut savoir si ta mère sait de quoi on parle, tu vois. Ta mère savait pas de quoi pouvait pas expliquer ce que c'était la blockchain il y a 10 ans, il y a 5 ans un peu moins, et aujourd'hui je sais toujours pas. Mais l'IA c'est pareil. Mais en fait l'IA aujourd'hui, je pense que la majorité des mères, en tout cas, c'est une notion qui s'est démocratisée, alors qu'en réalité. Ma mère utilise ChatGPT. Voilà, donc c'est bon, donc on l'a prouvé. Salut maman. Mais en réalité, l'IA ne date pas d'aujourd'hui du tout. Et à l'époque déjà, quand on l'a vécu de près chez Google, je ne sais pas si tu te souviens, lorsque DeepMind, donc l'équipe d'intelligence artificielle qui travaille chez Google, avait développé une IA AlphaGo, exactement, qui a battu donc le meilleur joueur de Go au monde, qui est un jeu de société chinois. Déjà, ça a été une révolution, et ça, j'ai pas la date en tête, mais je pense que c'était il y a 5-6 ans, mais peut-être un peu plus même. C'était du 2016-2017. Voilà. Et il avait réussi à battre le meilleur joueur au monde sur un jeu qui a plus de possibilités que le nombre d'atomes qu'il y a sur Terre, quoi. Donc, ouais. Donc en fait, voilà, donc l'IA a été présent dans nos têtes, à nous en tant que Googlers, dès qu'on y est arrivé, même si ça s'est démocratisé aujourd'hui. Et je trouve que on nous a souvent dit que l'IA allait changer notre métier, que ça allait peut-être remplacer le métier de consultant en marketing digital. Et ça, c'était une première voie. Il y avait une autre voie, d'autres personnes qui disaient non, ça ne va pas remplacer le métier de consultant, ça va juste le faire évoluer. Et l'IA va être un outil que vont pouvoir utiliser les consultants. Et tout de suite, c'était dans mon intérêt, évidemment, et dans l'intérêt du marché, d'adopter cette deuxième approche. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle, j'ai plus vu comme un outil, encore une fois. Et donc, par exemple, les stratégies d'enchères automatisées, un des premiers produits qui utilisait l'intelligence artificielle chez Google Ads, enfin chez Google sur le produit Google Ads, c'était pour moi une manière d'apporter plus de performance à mes clients et pas une solution qui allait remplacer ce que je faisais. Donc voilà, j'ai eu cette approche-là depuis le début, et c'est une approche qu'on a toujours aujourd'hui même chez DataShake. Donc je pense que c'est le mieux, et à mon avis, il ne faut pas rentrer dans un scénario catastrophe en se disant que l'IA va remplacer tous les métiers, etc. Certains métiers vont être remplacés, mais pour la majorité, je pense plus que c'est une évolution plus qu'un remplacement. Ça me fait penser à deux choses. Le premier, c'est que l'IA, en effet, n'a pas remplacé les consultants. Il a juste shifté le focus. Quand on passait 80% de notre temps sur des tâches qui pouvaient être automatisables et seulement 20% sur la stratégie et la vraie réflexion qui était nécessaire, l'IA a permis de passer beaucoup plus de temps sur cet aspect essentiel. Et le deuxième point, c'est quand même qu'il y a un changement entre 2016 et aujourd'hui, qui est l'IA générative, qui se déploie à grande échelle et qui va, mine de rien, avoir un impact qu'on ne peut même pas encore percevoir. Est-ce que tu utilises, toi, ChatGPT au quotidien ? On a... Gemini ? Et Gemini. Écoute, déjà, j'ai été pas mal marqué par un podcast que je recommande, qui est... je ne crois pas que ce soit de l'intelligence artificielle de très 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 haut vol, mais ça permet à n'importe qui de comprendre ce que c'est. C'est un podcast de Laurent Alexandre, qui est un spécialiste sur l'intelligence artificielle et qui, je trouve, le vulgarise très très bien. Donc je suis sûr que des spécialistes en LLM et en intelligence artificielle diront que peut-être qu'il dit pas mal de bêtises, mais mine de rien, ça permet de comprendre de quoi on parle. Et donc j'avais écouté ce podcast-là, il disait que même l'Élysée n'utilisait pas ChatGPT 4, mais utilisait seulement ChatGPT 3.5, qui est la version donc moins avancée, et qui est la version gratuite, là où ChatGPT 4 est la version payante. Et je suis sorti de ce podcast, et le lendemain, j'ai dit à tout le monde chez DataShake, on va prendre ChatGPT 4 pour tout le monde. Quand tu dis que le gouvernement est déjà dessus, tu dois te mettre... non, alors le gouvernement était pas dessus. Et en fait, ils n'étaient pas dessus. Et Laurent Alexandre disait, c'est quand même incroyable de voir que même le gouvernement n'utilise pas, ne montre pas l'exemple en utilisant la meilleure techno, tu vois, à dispo, pour 20 € par mois. Hein, donc on parle de rien pour le gouvernement. Et donc du coup, on l'a instauré en interne chez DataShake, mais plus largement, on essaye au maximum d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça commence par ChatGPT et tout le monde en interne l'utilise plus ou moins quotidiennement. Et puis après, on a de l'intelligence artificielle dans tous les outils qu'on utilise publicitaires. Donc dans tous les outils publicitaires, comme on l'a dit sur Google Ads, franchement, c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire des campagnes sans utiliser l'IA. Sur Meta, c'est à peu près pareil. Et même sur les autres plateformes, sur Pinterest, sur TikTok, sur LinkedIn. Enfin, vraiment, toutes les plateformes utilisent l'IA. Donc, nos consultants utilisent l'IA
même involontairement, via les outils publicitaires. Et puis après, on a également d'autres outils. On a des outils créatifs. En effet, typiquement, Photoshop utilise de l'IA maintenant. Donc, nos designers utilisent l'IA pour compléter un peu la manière dont ils produisent les visuels. Voilà. En fait, il n'y en a pas un seul qu'on utilise, à part ChatGPT, je dirais, mais tous les outils qu'on utilise ont une petite brique d'IA. Même Notion, j'ai vu que maintenant Notion a un module d'IA. Donc, tous les outils qu'on utilise ont une brique d'IA. Et donc, ça fait que tout le monde est un peu éduqué à cette méthode. Très, très intéressant. J'aurais envie de discuter encore des heures sur l'IA, mais on a aussi un objectif ici qui est que tu partages ton parcours et comment tu as fait tes choix de carrière. Donc, tu as fait tes armes à Dublin en accompagnant des startups en forte croissance. Après, tu disais que tu es parti à Google France, à Paris. Là, tu as fait quoi? Donc là, je suis arrivé chez Google France. J'étais le plus jeune employé de Google France. J'ai intégré une équipe qui accompagne les plus grosses agences de France qu'on appelle les Big Six, donc Havas, WPP, Publicis, Dentsu, et j'en oublie d'autres, mais j'en oublie deux. Mais donc voilà, bref, je vous laisserai chercher sur Internet. Mais en tout cas, voilà, les plus grosses agences de France qu'on appelle les Big Six, il y avait une équipe qui leur était dédiée pour les accompagner. Et donc, je faisais partie de cette équipe. Et donc, mon travail était de les former aux produits Google. Et donc, j'allais régulièrement chez chacune de ces agences et je devais leur apprendre quelles étaient les dernières nouveautés sur Google Ads et comment les utiliser. Et voilà, il y avait un espèce de rituel où j'allais régulièrement les voir pour leur tenir au courant des nouveautés. Ça m'a permis deux choses. Un, de me rendre compte que le métier d'agence, en fait, j'ai davantage découvert le métier d'agence que je connaissais un peu moins via mon premier job quand j'étais à Dublin. Et deuxièmement, ça m'a permis également de voir à quel point, et j'exagère pas quand je dis ça, à quel point les plus grosses entreprises de France, donc les boîtes du CAC 40, même les boîtes étrangères, McDonald's, etc., qui sont gérées par ces agences-là, sont en réalité moins bien accompagnées que des plus petites boîtes qui sont accompagnées par des plus petites agences. Et donc en fait, il y avait un vrai décalage entre le niveau d'investissement que ces grosses entreprises avaient, puisqu'évidemment Nike, LVMH, etc. ont des très gros investissements sur Google Ads notamment. Donc, voir ce décalage entre le niveau d'investissement qu'elles avaient et le niveau de conseil et d'accompagnement qu'apportaient ces agences. Non pas que c'était de la mauvaise volonté, je pense, mais parce que, en fait, de par leur taille, c'est compliqué quand on est, je ne sais pas combien d'employés on Publicis, mais quand on est autant, c'est compliqué d'être autant à niveau que lorsqu'on est une petite agence qui est un peu plus agile, un peu plus flexible, un peu plus en contact avec les régies, un peu plus au fait de ce qui se passe. Je pense que voilà, il y a une agilité qui s'est perdue. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte de ce décalage-là et d'où après, derrière, l'idée de créer DataShake. Je te voyais venir, du coup. Exactement. Et donc, tu t'es dit, je quitte le salariat, je quitte la sécurité, je quitte le géant pour monter ma boîte. Comment tu as pris cette décision ? Donc, ça, c'était le constat, ce que je viens de te raconter. C'était partie de ce constat-là, comme quoi, comment c'est possible qu'il y ait des entreprises qui dépensent autant et qui sont si peu accompagnées, en fait, qui ne sont pas si bien accompagnées que ça. Et donc, en fait, il y avait un peu un alignement des planètes. Ce constat-là a été fait au même moment où, comme je te l'ai dit, j'étais le plus jeune employé de Google France. J'étais qu'avec des gens autour de moi. Alors, quel âge j'avais ? J'avais 25 ans. J'avais que des gens autour de moi qui avaient 30 ans, parfois 35 ans, tous en costume ou au moins en chemise, qui parlaient de leurs enfants ou de leur week-end où ils allaient faire du vélo pendant que moi, je sortais en boîte. Voilà. Donc, il y avait un espèce de décalage. Et donc, déjà, personnellement, je n'étais pas hyper épanoui. Non pas que c'était une équipe très sympa et des gens très sympas avec qui je travaillais, mais j'étais pas hyper épanoui, je me sentais pas forcément à ma place. Tu voyais le décalage avec Dublin qui était peut-être plus jeune, complètement. Le campus à l'américaine. Voilà, exactement. Il y avait un vrai décalage qui s'est fait. Donc, d'un point de vue personnel, pas hyper épanoui. Constat business que j'ai identifié où je me suis dit là, il y a un truc à faire. Et en même temps, il y avait des échanges avec mon associé, donc qui s'appelle Anthony, qui était lui aussi chez Google. Et donc, il y avait des échanges avec lui qui étaient là depuis quelques mois, mais qui s'étaient intensifiés parce que lui, qui était à Dublin, devait rentrer en France pour des raisons personnelles. Donc, il y a eu un alignement des planètes où, en fait, à un moment donné, on s'est dit, je suis plus trop heureux dans mon job, dans mon équipe. Il y a une opportunité business intéressante. Toi, tu as envie de rentrer à Paris. Et en plus de ça, on parlait avec des acteurs sur le marché qui avaient monté des agences auparavant et qui avaient réussi là-dedans et qui nous disaient, vous pouvez faire pareil. Donc voilà, tout ça combiné a fait qu'on s'est dit, c'est parti, on part de chez Google et donc on monte notre agence. Bravo, félicitations. Enfin, c'est hyper impressionnant et surtout quand on voit le chemin parcouru. Là, ça fait 5 ans que DataShake existe. Avec Anthony, vous avez fondé une très belle société qui emploie 50 personnes, accompagne 200 clients.
gère 200 millions d'euros de budget sur tous les leviers, Google, Meta, LinkedIn, Pinterest, TikTok. Enfin, c'est l'agence pure player chez qui il faut aller pour se faire accompagner sur sa stratégie marketing digital. Ça t'a fait quoi de partir du salariat vers le roller coaster de l'entrepreneuriat? Tu as quand même un choc sur pas mal d'aspects, notamment sur toute la structure de travail. Donc en fait, tu passes d'un environnement où tu as des outils à profusion, tu as une structure, tu demandes quelque chose, on te le donne le lendemain, tu as plein d'assets, comment dire, de contenu, si tu as envie d'apprendre sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc tu passes d'une structure comme ça, où tu es accompagné, tu es tenu par la main, tu es plus que tenu par la main, et c'était vraiment ça, on était dans notre WeWork, rue des Archives, sur un bureau non assigné. Donc tu sais, chez WeWork, tu as des bureaux où en fait, tu partages un bureau avec d'autres. Avec ton laptop, quoi. Voilà, Anthony et moi, dans un énorme, pour ceux qui sont déjà allés dans le WeWork rue des Archives, il y a une hauteur sous plafond de plusieurs dizaines enfin peut-être pas dizaines, mais voilà, à peu près 10-15 mètres de hauteur sous plafond, donc dans un espace comme ça immense, un peu froid. Et donc on se retrouve là avec notre ordinateur, sans rien, avec Google Doc, Google Sheet, voilà, pas grand-chose, quoi, tu vois. Donc tu repars de zéro, donc tu dois tout recréer de zéro. Donc ouais, tu as des chocs un peu comme ça. Même financièrement, tu vois, en fait, tu payes tout toi-même. Donc, tu vois, quand tu prends un abonnement à tel outil, tu le payes toi-même. Quand tu achètes un ordinateur, tu payes toi-même. Donc, il y a eu plein de petits chocs comme ça qui ont fait que on a senti vraiment le shift entre le salariat et l'entrepreneuriat. En parallèle, on avait bien préparé le terrain. Dès le moment où on savait qu'on allait monter la boîte, on a commencé à parler à des prospects pour savoir s'ils étaient intéressés pour bosser avec nous dès qu'on se lancerait. On a commencé à structurer un peu, à créer le site, à trouver le nom, à créer la structure. Donc en fait, quand on s'est lancé officiellement, c'est-à-dire quand le lendemain où j'étais plus chez Google, je ne suis pas parti d'une page blanche. J'avais quand même quelques clients qui étaient intéressés, donc je leur avais fait signer des contrats. Oui. Et on avait la structure qui était créée, on avait le nom. Donc si tu veux, on a gagné du temps. Donc on a moins senti ce moment de vide que tu peux retrouver, je pense, si tu passes du salariat à rien, puis l'entrepreneuriat. Nous, on a été... tu vois, on est passé de l'un à l'autre très vite. Et le premier mois, on a fait quelque chose que je raconte souvent. On a fait une vingtaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires à deux. Donc, on a été rentable dès le premier mois. Donc, si tu veux, ça te rassure quand même. Quand tu vois que tu as de l'activité, on n'a pas eu ce moment de doute entre les deux où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce qu'on va faire de nos journées. Impressionnant. Ça me fait penser vraiment à la notion de plan de carrière auquel on est formé chez Google. On t'apprend à planifier les choses pour que tu puisses monter en compétences ou préparer la suite. C'était quelque chose du coup que tu anticipais depuis combien de temps? Je pense qu'entre le moment où on l'a décidé et le moment où on est parti, il y a dû y avoir 6 mois. 6 mois, 3 mois, il y a dû y avoir 6 mois. Et alors ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir un peu, si on prend du recul du coup sur l'ensemble de ta carrière, à quel point tu as tout planifié? À quel point tu savais ce qui allait se passer? J'ai essayé quand même de pas mal planifier les choses. Je suis un contrôle fric, Anthony et tous les gens avec qui je travaille le savent. Je suis un contrôle fric, donc je suis quand même dans la planification maximale. Dans ma recherche de stage, comme je te l'ai dit, j'étais vraiment hyper carré. Et, j'avais tout un process pour aller atteindre tel stage, pour aller parler à telle personne qui pouvait m'aider, etc. Vas-y, rentre un peu plus dans les détails là. En fait, si tu veux, quand j'étais en école de commerce, donc je savais que j'avais ce stage à faire. Donc je t'ai dit, j'ai listé 10 entreprises que je voulais atteindre, je les ai priorisées. Donc j'ai fait un tableau où en fait j'avais en haut le nom des entreprises et à gauche des facteurs qui étaient coefficientés. Donc par exemple, est-ce que le nom de l'entreprise va m'apporter beaucoup sur le CV ou pas? Est-ce que le job en lui-même va m'apporter beaucoup ou pas? D'un point de vue personnel, est-ce que c'est un lifestyle qui me plaît? Est-ce que c'est à Dublin, Paris, New York, j'en sais rien. Le salaire. Et donc, en fait, je mettais un coefficient de 1 à 5 sur chacun de ces facteurs-là pour qu'in fine, j'avais mon classement des entreprises, donc avec des jobs associés, qui m'intéressaient le plus. Et donc, à la fin, j'avais ce classement-là. Et donc, ça me permettait de savoir quel stage je voulais absolument et lequel je voulais un peu moins. Et une fois que j'avais défini cette liste-là, j'ai pris le répertoire alumni de mon école. J'ai pris les 10 entreprises, j'ai sorti toutes les personnes qui bossaient à l'époque dans ces entreprises-là. Et après, j'ai fait des séquences de mails. Et donc, j'ai envoyé des mails à toutes ces personnes-là. Donc, salut. Mail ou LinkedIn?
Plutôt mail. Mail, ok. Plutôt mail, parce que j'avais accès à leur mail Oui, perso. t'avais leur email alumni. Via les alumni. Et donc, je leur envoyais des mails un par un avec des séquences. Premier mail, salut, je m'appelle Rémi, je suis de la promo de telle école comme toi, je cherche un stage dans ton entreprise, est-ce que tu peux m'aider, blablabla. Si pas de réponse, à J+5, deuxième mail, etc., etc. Et en fait, je suis passé de, je sais pas, j'ai dû envoyer, j'en sais rien, une centaine de mails. Sur les centaines de mails, j'ai dû avoir 40 réponses. Sur les 40 réponses, j'ai dû avoir 10 personnes qui m'ont aidé. Et sur les 10 personnes qui m'ont aidé, il y a une personne qui s'appelle Céline, et que je remercie à chaque fois, qui m'a accompagné du début à la fin dans ma recherche de stage et qui était chez Google. Et donc, c'est grâce à elle, c'est vraiment à elle que je dois notamment le stage de chez Google. Elle m'a donné son CV qui lui a permis à elle d'avoir un stage chez Google. J'ai quasiment fait du copier-coller. Donc, en fait, elle avait un CV sur lequel, en haut, elle avait refait ce qu'on appelle, tu sais, je crois que ça s'appelle un doodle, tu sais, c'est l'illustration Google que tu as sur la page d'accueil de Google et qui peut évoluer en fonction des événements. Quand c'est la Coupe du Monde, ça va être un Google avec un ballon de foot, etc. Bon, j'ai fait mon propre doodle. Donc en fait, en haut de mon CV, il y avait Google écrit, mais le G, c'était une note de musique, par exemple, parce que je fais de la musique, etc., etc. Magnifique. Et elle avait fait exactement la même chose. Et elle m'avait dit, c'est très simple. Et ça, je pense que c'est un très bon conseil pour ceux qui veulent travailler chez Google. Google étant l'entreprise qui reçoit le plus de CV au monde, en fait, l'étape pour moi la plus compliquée, c'est l'étape du screening CV. Une fois qu'on a passé cette étape-là et qu'on rentre en contact avec des gens, on a passé en fait, pour moi, on a filtré le plus gros nombre de personnes. Derrière, après, c'est simplement de la préparation, être bon à l'oral, être bon dans ces entretiens. Mais pour moi, le plus dur était fait. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé le CV avec elle. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape de screening, elle m'a accompagné aussi dans les entretiens, dans la préparation, etc. Et donc, c'est beaucoup grâce à elle que j'ai eu ce stage-là. Mais voilà, c'est un exemple de préparation, tu vois. Et cette méthode de préparation que j'ai appliquée à mon CV, à mon stage, pardon, dans toutes les étapes de ma vie, j'ai un peu fait comme ça, monter DataShake, passer Google Dublin à Google Paris. Là aussi, pareil, il y avait quand même plusieurs candidatures à faire, un dossier, etc. Donc j'essaie d'avoir cette approche-là. Tu as très bien décrit le CV. Sur la partie préparation aux entretiens, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur l'accompagnement que tu as reçu? Est-ce que ça t'a apporté? Déjà, Google, par chance, est une entreprise qui délivre pas mal de contenu avant les entretiens pour que les candidats puissent se préparer. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, je trouve. Donc, pas mal d'éléments sur la boîte, sur questions, le produit, pas les questions qui vont être posées, mais voilà, le genre de questions qui vont être posées, la méthode de réponse avec laquelle ils veulent qu'on réponde, qui s'appelle STAR, je crois, en anglais. Oui. Déjà, il y a tous ces éléments-là qu'il faut bûcher à fond. Donc, c'est quoi la méthode STAR? Tu peux nous en dire un petit exemple? Alors moi, je connais la méthode. Moi, je connais en français, c'est CAR, c'est contexte, action, résultat. Oui, c'est l'équivalent. Situation, tâche, action, résultat. Voilà. Ça revient au même. Donc en fait, c'est à chaque fois qu'on nous pose une question en entretien, répondre à cette question avec... Première étape, je redéfinis le contexte. Donc je redis, si on me demande par exemple, c'était quoi un des plus gros échecs de ta vie? Je redonne le contexte. On était en 2012 et j'avais tel job. Action, j'ai fait telle action-là. Donc, par exemple, voilà, j'ai appelé un client. Je me permets de te challenger. Vas-y, challenge-moi. Tu as travaillé 3 ans chez Google. Tu as accompli beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me raconter l'accomplissement pour lequel tu es le plus fier? Avec la méthode STAR. Exactement, avec la méthode alors que j'appelle CAR, moi, mais ok. CAR, vas-y. Donc, on va décomposer ça. Alors, un succès dont je suis le plus fier chez Google, j'en ai un qui me vient en tête qui est assez bête et méchant, mais c'est la surperformance que j'ai eue d'un point de vue commercial en tant que sales là-bas et qui s'est matérialisée par les chiffres. Donc, contexte, c'était quand j'étais à Dublin. Donc, mon job était, pour rappel, d'accompagner un batch de start-up. Et donc, mon job était mesuré, était très quantifié, aussi bien en chiffre d'affaires que je générais, qu'en points, puisque Google a un système de points qui dépend de différentes actions. Et donc voilà, donc j'avais des objectifs tous les trimestres et de chiffre d'affaires et de points. Action, durant un trimestre, je me suis arraché pour vraiment appeler tous les clients, pour vraiment les pousser au maximum sur les meilleurs produits Google, pour les suivre au plus près de ce qui pouvait être le mieux pour eux, pour faire croître leur chiffre d'affaires. Pour également répondre aux critères de Google pour obtenir ces fameux points et donc dépasser cet objectif de points. Je me souviens, j'étais en coloc et mes colocs peuvent témoigner aussi, je travaillais beaucoup le week-end et beaucoup le soir. Ah oui. Dans cette optique-là de vraiment surperformer. Et donc pendant 3 mois, je me suis vraiment arraché, j'ai rien lâché pour aller atteindre cet objectif-là. Résultat,
j'ai surperformé et j'ai tellement surperformé que j'ai atteint le maximum du bonus que l'on peut avoir chez Google. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais dû faire, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je vous donne un exemple, j'avais dû faire 400% de mon objectif, mais on ne touche pas 400% de son bonus parce qu'il y a un maximum, il y a un plafond. Donc j'avais touché, le plafond de mémoire était à 150 ou 200%, je pense. Quelque chose comme ça, mais le chiffre n'est pas important. Tout ça pour dire que j'avais en fait touché le plafond autorisé du bonus qu'on peut toucher lorsqu'on est sales chez Google. Et donc voilà, c'est une fierté, je pense, parce que c'est l'accomplissement en tant que commercial d'un travail qui dure plusieurs mois, en l'occurrence 3 mois ici, et qui à la fin te permet d'être fier de toi et qui en plus de ça t'es récompensé aussi par du financier et ça reste aussi important. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont j'étais hyper fier. Et tu avais en interne une espèce de classement worldwide sur les sales, sur les sales chez Google. Et je sais plus si j'avais été premier, mais j'avais été dans le top. Oui, t'étais top monde. Top 5 ou 10, je me souviens plus, mais en tout cas dans les premiers mondes. Donc voilà, c'est la matérialisation de ton travail et de l'effort que tu mets et de l'organisation que tu as eue. Et à la fin, ça paye. Donc voilà, tous les éléments sont là pour être satisfaits. Bravo déjà pour l'accomplissement et pour le fait d'avoir utilisé la méthode STAR. C'est quoi ton auto-feedback sur ton utilisation de la méthode ? Auto-feedback, qu'est-ce qui me challenge cet Hugo là auto-feedback. Bon, on n'est pas dans un contexte d'entretien, donc non, t'as pas mis la même rigueur. Mais... Non, mais contexte, action, résultat. Je pense que dans le résultat, ce qui est important, c'est notamment de dire ce qu'on en a retenu et comment on agit différemment pour la suite. Que ce soit quelque chose de positif ou négatif, c'est important de montrer dans la partie résultat ce que j'en ai appris et comment ça m'a fait évoluer, comment ça m'a un peu transformé. Alors c'est d'autant plus vrai pour un échec. C'est-à-dire j'ai eu un échec, voici ce qui a été le résultat et voici ce que j'en ai appris. Mais pour une action positive aussi, pour un succès aussi. Donc par exemple, voilà, je pense que sur le résultat, j'aurais pu un peu plus développer la partie où ce que j'en ai appris et ce que ça a changé pour moi par la suite. Je suis d'accord avec toi, le learning est très important. Je me permets d'ajouter des petits feedbacks supplémentaires. La structure devrait être un peu plus carrée. Là, tu as parlé beaucoup de l'aspect sales, donc prospection, le fait que tu as appelé tous tes clients et que tu as essayé de les convaincre à optimiser leur compte. Tu aurais pu ajouter différents traits de compétences aussi qui ont été essentiels, comme le fait de monter en compétence toi-même, le fait d'avoir un esprit de consultant, du consultative selling, chose que tu fais au quotidien, j'imagine, avec tes clients, pour leur apporter un maximum de valeur. Et un petit peu plus de chiffres, je pense que ça peut être bien. Et là, ça à 100%, un peu plus de chiffres, mais là, je t'ai donné des ordres de grandeur. Mais là, tu me fais douter, est-ce que je serais pris chez Google à nouveau ? Je sais pas, tu m'as fait douter là. Bon, les top monde, oui, ok. Je vois que le temps file, mais qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de toute cette aventure, de toute cette expérience, quand tu regardes ta carrière, ton parcours ? J'en ai retiré... je pense que c'est de la rigueur, la structure dans tout ce que je fais. En fait, j'ai à mon sens un profil qui est déjà rigoureux de base, mais ça a accéléré cette capacité à faire les choses de façon la plus ordonnée possible, à s'organiser, on en a déjà parlé un petit peu, à structurer sa manière de travailler, à respecter les deadlines, à être aussi intelligent dans la manière dont on approche les clients, dont on gère le relationnel avec eux. En fait, ça a développé plein de skills que j'avais peut-être un petit peu en moi, mais qui n'étaient pas encore développés, tu vois. Et ça a permis de les accélérer une par une. Et ça a été pour moi la meilleure préparation à mon activité d'aujourd'hui, à savoir DataShake, parce que je réutilise tous les jours ce que j'ai appris chez Google. Donc voilà, structure de travail, capacité relationnelle, capacité analytique, même si j'ai manqué de chiffres là, mais capacité analytique. Capacité technique également, il ne faut pas se mentir, mais en fait, je n'aurais jamais pu faire ce métier-là. Enfin, j'aurais jamais pu monter mon agence si je n'avais pas appris tout ce que j'ai appris sur Google Ads. Donc, capacité technique. Et pour terminer, je pense qu'il y a un truc non tangible qui se mesure pas chez Google, qui est une espèce d'intelligence collective où en fait, c'est marrant, mais chez Google, tous les gens qui partent de chez Google, lors de leur discours d'adieu, pour la majorité, ce qui va leur manquer le plus, ils le disent tous, c'est pas les Kinder Bueno ou le baby-foot, mais c'est les gens autour d'eux.
Et en fait, on se rend compte chez Google, on se rend compte de l'intelligence collective qu'il y a, de la qualité des personnes qu'on a autour de nous, de leur parcours, de leur richesse, de la richesse de leurs intérêts personnels. Je me souviens une fois d'une personne qui me racontait qu'elle était passionnée par les tortues, et je ne sais pas si tu l'as connue, qui était passionnée par les tortues et qui tous les ans partait, je ne sais plus où, dans quel pays, aller s'occuper des tortues, etc. Voilà, il y a des profils qu'on ne peut rencontrer que chez Google. Et donc tout ça pour dire que cette intelligence collective que j'ai découvert et cette richesse que j'ai découvert chez Google, j'essaie de la retrouver aujourd'hui chez DataCheck et de l'imbriquer chez DataCheck dans les profils que l'on recrute, dans les interactions qu'on a en interne. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment pas mal d'aspects, aussi bien très techniques que très soft skills que j'ai appris et qui m'ont permis aujourd'hui de monter DataCheck. Merci pour tout, merci pour ce mot de la fin. Peut-être un point qui va aider nos auditeurs sur la montée en compétences. Tu as dit ça n'aurait jamais été possible si je ne m'étais pas formé. Est-ce que tu as des petites ressources là à donner ou des podcasts, on a mentionné un tout à l'heure, pour que les gens puissent monter en compétences? Tech Invaders. J'aurais 2 catégories de ressources. J'ai une première catégorie qui sont des ressources plutôt généralistes sur le monde de la tech, sur notre métier, etc. Lire TechCrunch, lire Madness, French Web. Le blog du modérateur aussi est très bien pour le marketing digital. Alors un truc un peu plus technique, c'est Search Engine Land, voilà, qui est un site un peu plus poussé aussi. Mais voilà, en fait, voilà, il y a ces médias-là qui sont des médias assez généralistes. Et en podcast, j'aime beaucoup Génération Do It Yourself, qui est le plus gros podcast. Et j'aime aussi Le Panier, qui fait partie du même groupe et qui a un œil un peu plus focus sur le e-commerce. Donc ça, c'est les ressources un peu généralistes. Et les ressources un peu plus techniques, alors on pourrait mettre d'ailleurs Search Engine Land, dont j'ai parlé juste avant, qui serait aussi une ressource technique. Et là, je conseille à ceux qui veulent se former sur ces métiers-là à aller sur Google Skillshop, qui est la plateforme gratuite de Google, pour se former. Et passer des certifications aussi. Exactement, qui permet d'être certifié et donc de faire valoir une compétence sur son CV pour derrière obtenir un job dans ce métier-là. Donc ça, je recommande à 100%. Il y a l'équivalent chez Meta qui s'appelle Meta Blueprint, qui est tout aussi bien fait. Et puis après, mine de rien, il y a quand même pas mal d'agences comme nous d'ailleurs qui avons des newsletters sur lesquels je conseille de s'abonner pour avoir un condensé des dernières actualités. Il y a pas mal de podcasts aussi, le podcast de Kudak, mon ami et concurrent Théo Lyon, qui fait un super podcast que j'écoute aussi beaucoup. Et donc voilà, il y a plein de ressources techniques. Et pour terminer, il y a quand même YouTube, où ça, c'est la meilleure ressource. C'est une des ressources les plus vastes et denses. Donc j'ai envie d'apprendre sur tel sujet. Moi, à titre personnel, pour apprendre sur Google Tag Manager, qui est très technique, quand j'avais personne pour m'apprendre, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Google Tag Manager, j'ai regardé 4-5 vidéos d'1 heure, et à la fin, non pas que j'étais le maître de Google Tag Manager, mais j'ai quand même pas mal appris. Donc ne pas oublier YouTube, qui est une bonne source d'information. Merci. Ça m'a fait penser à une dernière question. Vas-y. Je te promets, c'est la dernière. Pour les personnes qui nous regardent, qui peuvent être un peu démotivées après plusieurs échecs, comment toi tu les aiderais à gérer ces obstacles de la vie? En fait, je pense que c'est très bateau ce que je vais dire, parce que c'est tout ce que les entrepreneurs disent, mais à force d'échouer, si on a de la persistance dans ce que l'on fait et de la résilience, à un moment donné, il y a un succès qui arrive. À partir du moment où on a les bonnes méthodes, à partir du moment où on essaie de bien faire les choses, etc., il y a aussi un facteur chance qui arrive beaucoup et qui fait que même si on fait bien les choses et même si on a les bons process, et que ça peut être dans des entretiens, ça peut être dans le business, si on a des échecs, la loi des probabilités fait que, à force de bien faire les choses, à un moment donné, il y aura un succès qui va arriver. Donc du coup, j'essaie d'avoir cette approche-là en me disant, franchement, tous les jours, j'ai des échecs. Alors peut-être pas tous les jours, mais tous les mois, on a des échecs chez DataCheck, des petits, des plus gros, et c'est normal. Mais sur une vision très long-termiste, si on sait qu'on fait bien les choses, si on sait qu'on s'y prend de la bonne manière, si on est patient, si on est curieux, si on se challenge, si on travaille beaucoup, il y a la force du travail est hyper importante, la quantité de travail qu'on délivre est hyper importante. Donc si on délivre tout ça, on peut avoir des échecs, mais à un moment donné, le temps va faire que si on tire la courbe, il y a des succès qui vont arriver. Donc voilà, ceux qui se donnent à fond, qui considèrent
Alors, si on ne travaille pas assez, si on ne prend pas la bonne méthode, c'est autre chose. Si je travaille 1 heure par jour depuis mon canapé, j'ai peu de chances d'arriver à des succès. Mais si je me donne à fond dans un truc qui est intelligent, où je pense que j'apporte de la valeur, où je prends la bonne méthode, etc., peut-être que j'aurai un échec, 2 échecs, 3 échecs, mais à force, il y aura un moment où ça va marcher. Donc travailler, être résilient et garder la lueur d'espoir, quoi, parce que ça va payer. Exactement. Merci Rémi, Merci c'était Hugo. trop cool, je te serre la main. Salut. Et à bientôt. Salut. Salut tout le monde.